Bonjour frère. Bonjour. Bonjour. J'aimerais que tout le monde salue quelqu'un, s'il vous plaît. Qu'on se salue. Et que ceux qui sont devant se tournent un peu pour regarder comment la salle est remplie derrière. Je ne sais pas si on a fait ça depuis. Voilà. Bonjour à tous. Disons-nous bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. C'est un plaisir d'être là. C'est véritablement un plaisir. C'est surtout une grâce parce que il y a quelque chose à partager. Donc, je dis merci. Merci au Seigneur qui a permis cela. Je dis merci pour toutes les rencontres que je suis en train de faire ici, pour celles que je vais faire et pour tout ce qu'on va écouter ici. Hier, j'ai commencé la conférence avec le thème « Qu'est-ce que tu as ?» Aujourd'hui, je vais continuer. Parce que je crois qu'on va partager de très bonnes choses aujourd'hui. Parce que génétiquement, ce fameux teint que tu as, qui est très beau, d'ailleurs, ce soleil qui est particulier, qu'on ne retrouve pas ailleurs, qui pigmente ta peau quotidiennement, fait de toi un fragment du Tchad. Je crois d'ailleurs que sans toi, il n'y a pas de Tchad. Je parle à toi qui es assis actuellement. Comment peut-on parler de Tchad sans toi? Pour une population, il faut un individu. Pour qu'il y ait 12 millions de Tchadiens, je pense que c'est à peu près ça la population aujourd'hui, je peux me tromper, il faut un individu. Donc chaque personne constitue en réalité le Tchad. C'est pour ça que quand je parle de l'âme du Tchad, je parle à toi. Porteur au marché, entrepreneur, peu importe le domaine, photographe, imprimeur, cuisinier, tu t'appelles Tchad. Je crois que si on cherche l'étymologie du Tchad, du moins l'origine de l'expression, je ne la connais pas, on va trouver quelque chose dans quoi tu t'identifies. Je suis venu te poser la question aujourd'hui. Premièrement, est-ce que tu sais que tu es le Tchad? Deuxièmement, c'est qu'est-ce que tu as à me donner? Parce que de toute façon, ta main que je vais serrer, c'est une énergie que tu vas me communiquer. Parce que de toute façon, la langue qui va sortir de ta bouche, c'est une histoire qui va m'être racontée. C'est quelque chose de nouveau que je vais apprendre. Comment on dit bonjour au Tchad, s'il vous plaît, en une langue locale? Napia. Napia. Voilà. Par exemple, je suis venu ici et là actuellement je suis en train de faire un travail dans ma mémoire pour mémoriser cette expression. Parce qu'on me demandera que le Tchad a quoi, je dirais au Tchad quand on veut dire bonjour, on dit Napia. Je vais m'améliorer. Donc, Tchad, qu'est-ce que tu as? Mais en dehors de ça, je vois des traits. Et ces traits-là, existentiellement, on ne les retrouve pas partout. Même si nous, frères du Sahel, on a beaucoup de traits de ressemblance. D'ailleurs, on peut étendre le tissu, parce qu'on vient tous de quelque part, qui est l'Afrique. Et on a des points en commun. Mais, en dehors de ça, j'ai cette image de toi. Ton visage que je regarde entre là dans ma mémoire. Et je me souviens, j'ai lancé une formation récente au Cameroun. Et j'avais des personnes que je formais, parmi lesquelles il y a 2 jeunes Tchadiens. Je leur ai dit, et j'ai dit, pourquoi vous vous ressemblez comme ça? Quand on a fait les photos de cette conférence et on a publié, il y a une personne qui a publié les photos. Il dit, pourquoi la personne-ci qui est dans la salle là te ressemble comme ça, toi Alain? C'est une personne qui s'appelle Alain parmi les gens formés. Donc, c'est de dire encore que quoi? On reconnaît au Tchad une spécificité. Et elle est physique. Mais maintenant, on va essayer d'entrer un peu plus en profondeur dans les valeurs intrinsèques, le potentiel qu'a le Tchad. Hier, j'ai commencé en parlant de l'orientation. Aujourd'hui, je vais davantage aller en profondeur autour de ce thème. Il y a la qualité de l'école, mais si cette école nous offre une éducation de qualité, on va pouvoir plus tard la monétiser. J'aime énormément cette pensée. Et après, elle permet de sortir des sentiers battus.
Pourquoi? Parce que ça rappelle quand même que ce n'est pas toujours celui qui a de très gros diplômes. J'ai dit ce n'est pas toujours celui qui a de très gros diplômes qui est le bon pilote pour la société. Slide, s'il vous plaît. Je vais donc partager quelques pensées avec toi. D'hommes que peut-être tu ne connais pas, mais qui m'ont inspiré dans ma jeunesse. Je t'ai parlé d'eux hier, n'est-ce pas, des rappeurs. Il y a un morceau de Kerry James qui dit ceci. Je l'apprécie pourquoi? Le monde est grand. Dans les contrées, les gens font des différents combats. Les gens se battent à leur manière dans leur environnement. Peut-être que tu n'as pas entendu parler de Toussaint Louverture, mais chez lui là-bas, on a entendu parler de lui. Peut-être que tu n'as pas entendu parler de Sylvanus Olympio, mais celui là-bas, on a entendu parler de lui. D'ailleurs, c'est peut-être aujourd'hui que tu entends parler de moi, mais chez moi là-bas, on a entendu parler de moi. Peut-être que je ne te connais pas, mais chez toi là-bas, on doit entendre parler de toi. Et les Kerry James, ce sont des personnes qui ont mené des combats dans leurs 6 conférences, qui est ce qu'ils appellent la banlieue française, les Noirs immigrés. Ils essaient, et les Arabes, ils essaient de faire en sorte que ces personnes-là puissent être insérées en société, mais selon les bonnes valeurs. Et il y a un extrait de son morceau Banlieusard qui est sorti en 2008. Il dit, il est temps que la deuxième France s'élève. J'ai envie d'être plus direct. Et quand il le dit, position d'orateur, s'il y avait le son, il dit, j'ai envie d'être plus direct. C'est comme ça qu'il parle. Ce que la France ne nous donne pas, on va lui prendre. Je ne veux pas brûler des voitures. Je veux en construire, puis en vendre. Si on est livré à nous-mêmes, le combat, il faut qu'on le livre nous-mêmes. Il ne suffit pas de chanter, regarde comment il nous malmène. Il faut que tu apprennes, que tu comprennes et que tu entreprennes. Avant de crier, ce n'est pas la peine. Quoi qu'il advienne, le système nous freine. À toi de voir, tu es un lâche ou tu es un soldat. Entreprends et bats-toi. Banlieusard et fier de l'être, on n'est pas condamné à l'échec. Est-ce que tu peux applaudir pour cette phrase? Elle a énormément de sens. Chaque personne qui mène des combats dans la vie, quand tu vois un combattant, tu sais que celui-ci combat. Youssouf va dire à l'époque, je n'ai pas cessé d'y croire, croire à mon espoir, croire à mon étoile sœur, une chance de marquer l'histoire. Marquer l'histoire pour mes ancêtres et mes descendants, je suis une légende. Pour les plus jeunes, ou du moins pour ceux qui écoutent le rap, vous savez qui est Youssoufa. C'était un visionnaire. J'ai pris la peine de l'écouter depuis 2006. Il a anticipé sur tellement de choses parce qu'il avait compris ce qu'il avait. Il savait que lorsqu'il était en France, là, il n'allait jamais être un rappeur reconnu par la France. Il a commencé à faire son autocritique lui-même et se dire à ce moment que moi, je vais rentrer en Afrique. C'est là-bas qu'il faut construire. Et qu'il est rentré en Afrique, on a entendu plus tard qu'on a produit les Bana C4 et autres. C'est par lui que c'est passé. Il s'est retiré d'un certain environnement à cause du simple fait qu'il se connaît. Dans un morceau qu'il a écrit en 2006, ça s'appelle Youssouf est mort, il imaginait sa mort. Et il dit, ce serait triste de mourir dans l'avion qui me ramène en Afrique. Il imaginait, il dit qu'il ne faudrait pas que ça arrive. Donc il savait déjà qu'il devait rentrer en Afrique. Et je pense que c'est en 2014 qu'il rentre en Afrique. Mais vous voyez le nombre d'années. Le parcours de quelqu'un, lorsque tu comprends qu'il faut mettre de la vision dans ton parcours, peu importe les difficultés, tu vas t'accrocher et commencer à avancer parce que tu sais où tu vas. C'est pourquoi la matrice de tout à l'heure, elle est importante. Slide. Je continue encore avec cet univers de rappeurs. Le rappeur Orelsan que j'aime bien, il dit, si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Dis, j'ai pas de matos, donc de matériel, c'est un truc de victime. Oui. Vidéaste, est-ce que tu as commencé forcément avec une grosse caméra? Il y a de nombreux enfants aujourd'hui qui ont des portables. C'est une carrière de vidéaste qui peut commencer, parfois. Écoutez, même la main ci peut être l'appareil photo, tout dépend de ce que tu as dans la tête. Oui, je me mets comme ça, je commence.
La substance, c'est quoi? J'ai aimé cette expression-ci. Elle est très profonde. Parce qu'on a l'habitude de se dire, je n'ai pas, je fais comment? Je ne peux pas finir tout ce que je vais te partager ici. Je crois que je viendrai au Tchad lorsque mon livre sortira et je vais te raconter comment j'ai fait des conférences avec 0 francs, au sens propre du terme. Propre du terme. Si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Dis, je n'ai pas de matos, c'est un truc de victime. Est-ce que tu as pensé à l'handicapé alors que tu as les pieds? Est-ce que tu as pensé au sourd-muet alors que tu as l'oreille? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu as pensé à la personne qui a des problèmes de pulmonie alors que toi tu as un souffle parfait? Est-ce que tu as pensé au Yémen? Pendant que toi tu dis que c'est chaud ici, je ne peux rien faire, je ne me bouge pas. Est-ce que tu as pensé à Israël actuellement là, ce qui est en train de se passer à Gaza? Qu'est-ce que tu as? Tu as la paix. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'environnement. Qu'est-ce que tu as? Tu as de quoi commencer. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas tout, c'est une vérité. Mais qu'est-ce que tu fais donc de ce que tu as? Question. James va dire, écorché vif, quand un prof m'a dit, que vas-tu devenir? J'ai dit, je suis déjà quelqu'un, je vous le prouverai dans l'avenir. C'est fort, hein? C'est-à-dire, elle regarde le prof. Le prof lui dit que ce que toi tu fais là, tu ne pars nulle part avec. Elle dit que je vais te dire qui je suis dans l'avenir. Je suis déjà quelqu'un. On a l'habitude en Afrique de ne pas croire en notre potentiel. Je vous ai dit, ce n'est pas une question d'orgueil. On peut être quelqu'un qui se valorise et être le plus humble possible. Oui, l'humilité, ce n'est pas l'humiliation. Il y a l'humiliation, c'est ce que Dieu veut, parce qu'il connaît ses desseins qui sont derrière. Mais arrêtons de penser que nous, là, on ne vaut rien, que c'est toujours pour les autres. C'est eux qui doivent. Non, moi, je ne connais pas penser comme ça, sincèrement. Quelqu'un t'a dit tout à l'heure qu'il est temps que tu te lèves, que tu entreprennes. Ce que la France ne me donne pas, je vais aller la chercher. Je vais aller le chercher. Autant pour moi. Donc, on peut comprendre que quoi? Que parfois les gens se rétractent parce qu'ils ne prennent pas conscience, ils ne veulent pas s'affirmer. Il y a beaucoup de personnes qui font déjà de bonnes choses. Je suis sûr qu'il y en a dans la salle. Mais parfois qu'ils arrivent dans la circonstance où ces choses-là doivent être valorisées. Pas valorisées pour qu'ils se montrent, valorisées pour créer. Ensuite, ils se rétractent. Quand moi je te dis que je vais changer le monde, je suis très clair dessus. Je vais changer le monde. Qui va changer le monde aussi comme moi dans la salle? Amen. On peut applaudir pour nous. Changer le monde, c'est quoi? C'est commencer dans son environnement. Parce que ton histoire peut s'écrire dans une circonférence de 300 mètres carrés. Elle peut aussi s'écrire dans une circonférence de 500 kilomètres carrés. Elle peut s'écrire dans une circonférence de 1 million de kilomètres carrés. Mais est-ce que tu es à ton endroit? Moi, je sais que je suis déjà quelqu'un. Quand je fais mes conférences, j'écris toujours conférences internationales. Parce que je ne fais pas des conférences pour les Camerounais. Je n'ai pas à regarder ce que je n'ai pas actuellement. Je n'ai pas à regarder le fait qu'il n'y ait que 15 personnes devant moi. La conférence, là, c'est une conférence internationale. Je sais que dans 50 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, on va la traduire. On va la mettre sur YouTube pour que les gens de Philippines écoutent. Et je garde tout. Tout. Il y a un rappeur qui s'appelle Kanye West. Malgré le fait qu'il soit dans leur monde un peu farfelu, c'était un homme de vision. Il dit à un ami à l'époque, pendant les années 90, filme-moi. Son ami a filmé pratiquement 20 ans de sa vie. Et s'il n'y avait pas ce film-là, on allait dire que le gars là a vendu les choses pour y arriver. Sa maman était chrétienne. Il ne voulait pas être le genre de rappeur violent, dangereux et autres. Il n'avait pas ce genre d'histoire à raconter parce que sa vie n'était pas comme ça. Il était un très grand producteur. Il produisait des sons pour les Jay-Z et autres, mais on le simplifiait. On lui avait dit que tu ne peux pas rapper. Ton disque ne va jamais sortir. Il a fait des années et des années allant à New York pour essayer de se faire sa place et filmer avec des images originales. Avant d'avoir son succès,
il a dû trimer. Et c'était archivé. Mais il avait dit que lui, là, il va faire quelque chose. Il y a une de ses chansons que j'aime beaucoup, elle s'appelle Good Morning. Et dans Good Morning, il exprime ça. Et ce gars-là, malgré toutes les folies, parce que le monde dans lequel ils sont, c'est quand même un monde bizarre, malgré toutes les folies, et j'espère que Dieu va le ramener, je crois même que ça va se faire, c'est quelqu'un qui est allé, il a déposé sa candidature pour être président des États-Unis. Qui connaît la position de Kanye West aux dernières élections? Je pense qu'il était parmi les 5 premiers. Oui. Il y a des personnes comme ça à côté de vous, vous les voyez, ils sont dans leur... Ils s'amusent, ils sont toujours en train de dire que je suis capable de, je suis capable de. Pour vous, vous dites que non, ce sont des prétentieux, ce sont des fous. C'est l'esprit qui est en eux qui les anime. C'est le potentiel là qui brûle en eux. Et eux, ils ont déjà traversé un certain niveau, ils ont conscience de cela tellement qu'ils n'arrivent plus à marcher au même niveau que vous. C'est vous qui devez les rattraper pendant que vous pensez qu'eux, ils doivent vous rattraper. Et lui, il est de ces personnes-là. Masca, d'un morceau que les enfants aiment beaucoup, qui est sorti en 2010, Ma direction de section d'assaut. Qui connaît? Voilà. Il dit, le rêve est à nos pieds, donc on dort tête bêche. Ça, c'est ma vie. Les années de galère dont je vous raconte là, c'était tête bêche. C'est-à-dire que c'était tout pour le rêve. C'est peut-être une figure de style, mais ça a beaucoup de sens. On se donnait pour ce qu'on voulait. Absolument. Je te parle parce que moi j'ai rêvé dans la vie. Je rêve encore non, mais je peux te dire que j'ai rêvé. J'ai rêvé. J'ai rêvé, espéré. Et maintenant je te montre comment. Slide. Ces images-ci que vous voyez, c'est moi dans le showbiz camerounais. Je connais tout le monde dans le showbiz camerounais. Et il y a encore quelques années, avant que je ne donne totalement ma vie au Seigneur, j'étais l'homme qu'on craignait. Parce que si je devais écrire sur toi un matin, tu as intérêt à ce que j'écrive bien. J'étais capable d'écrire et je dis, ça, ce n'est pas quelque chose de bon à écouter, les gens valident. C'était évolué, il faisait des gros tubes, mais mon avis comptait énormément en tant que critique de musique. Donc là, vous allez voir l'idole, Ténor, Taiki, Sissoul, Mr. Léo, Loco, Salaciel, bref, Stanley, Charlotte, Dipanda, tout ça. C'est l'environnement que je côtoyais. Donc, je ne sais pas si vous avez même des artistes que vous voulez faire venir ici. Faites-moi signe, hein? On ne sait jamais. Mais avant d'y arriver, next. Ça, c'est aussi moi. Comment commencer? Je ne suis pas en train de parler forcément à des débutants. Donc, tout ce que je souhaite actuellement, il y a des personnes qui ont déjà roulé leur boss ici. Il y a des personnes qui ont vécu des choses difficiles dans la vie. Comme je dis, chaque histoire a une valeur. Peu importe comment elle s'est vécue. Vous allez vous retrouver dans ce que je suis en train de présenter et vous allez seulement tirer l'essentiel et ajouter à ce que vous avez déjà. Parce qu'il ne faudrait pas que je vienne devant vous faire le gars qui a trop souffert. Les gens souffrent dans la vie. Je ne suis pas le plus à plaindre. La première photo, nous sommes en 2013. J'étais dans un chantier où je travaillais. Et ça, c'était la pause. C'est sur ce banc-là que je dormais à cette époque. Je gagnais environ 2000 par jour. Et à ce moment-là, j'économisais pour me trouver une chambre. C'était après la période où la tante m'a chassé. On est en octobre 2013, je pense. Les deux autres photos, nous sommes en 2012, à l'époque où je rappais. Et ça, c'était l'anniversaire d'une amie de classe qui m'avait invité. Je venais faire le show là-bas. Et c'est une chose que je ne peux même plus recommencer. Je ne peux plus. Et là, en bas, j'ai écrit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. C'est le sage qui l'a dit. Ecclésiaste 7, verset 8. Next. Le talent, la quête. Ça, c'est ma vie. C'est le slide que je voulais vous présenter hier. Je me suis beaucoup cherché dans la vie pour essayer de me comprendre. J'ai beaucoup bagarré afin que ce que je connaissais ne disparaisse pas. Et quand j'ai pris la décision à 15 ans, 17 ans,
de donner une orientation véritable à ma vie, j'ai commencé à me chercher. J'ai écrit ce disque-là en 2010, il s'appelait « L'envie de réussir ». L'envie de réussir avait des valeurs. Les valeurs qui étaient en ça, c'était quoi? C'était que je voulais réussir sans me compromettre. Je voulais arriver à un niveau où on peut dire, celui-ci, même s'il vient d'une maison là où l'eau coulait totalement sur lui, il a réussi à escalader les barrières sociales jusqu'à avoir une position. Donc je me battais. Le rêve était là. Je dormais tête bêche. Et en ce moment-là, comme j'avais su que je savais écrire, j'ai pris conscience du potentiel qui était en moi. La première des choses, il y a un orateur qui va vous parler de mindset tout à l'heure. J'ai commencé à changer mon mindset. Je ne vivais plus à Mambanda, mon quartier là. D'ailleurs, c'est moi-même. On ne m'a pas chassé pour que je me retrouve dans la rue. Hein. Bon, on m'a un peu chassé quand même. Ma tante me faisait des problèmes. Oui. Mais j'écoutais quelque chose qui ne convenait pas à l'endroit où je voulais aller. Je voulais arriver ici aujourd'hui. Je voulais arriver aux Nations Unies. Un jour, je serai quelque part là où il y aura 500 000 personnes, 1 million de personnes, et je parlerai, et même plus. Si la place n'existe pas, on va la créer. J'ai écouté Yorobo à côté de moi. La première photo là, c'est ma chambre. La maison était en carabote, donc il y avait des murs, on avait mis le carton. Et ce n'était pas comme ici, hermétiquement fermé. Donc à chaque fois qu'il y avait quelqu'un à l'extérieur, tu entendais tout ce qu'il disait. Et malheureusement, ce que moi j'entendais ne me plaisait pas. C'est ça qui m'a aussi fait aimer davantage la musique. J'avais acheté un casque et pendant 3 ans, je pouvais écouter 18 heures de musique par jour. Parce que je ne voulais pas écouter mon environnement. Il y avait quoi dans mon environnement? La saleté. Il y avait quoi dans mon environnement? La sorcellerie. Il y avait quoi dans mon environnement? Eto'o et Drogba. Il y avait quoi dans mon environnement? Arafat, Yorobo. Il y avait quoi dans mon environnement? Des pauvres gens. Je ne voulais pas la pauvreté là. Et ma tante vendait le pain haricot. On a eu les problèmes parce qu'elle voulait que je vende le pain haricot avec elle pendant que les années de fac n'ont pas donné. Moi, je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas accepter la fatalité là. Je vivais dans mon casque et j'entendais autre chose. Et je n'aimais pas toutes ces choses de que les gens venaient, quelqu'un te dit que sa chanson à la mode c'est un Arafat tel, ça ne me plaisait pas. Je ne voulais pas. Donc je sortais parfois de ma banda, je rentrais à 22 h. Un jour je suis rentré, ma tante a porté mon ordinateur, elle a retiré l'ampoule et autres. Entre-temps, il avait plu la période là, le lit avait coulé. Je dormais sur un petit côté comme ça ne sortait pas le toit, ça sortait pas le sol. J'ai dit que j'en ai marre. J'ai porté mon petit sac à dos, je suis sorti, je suis parti. Pour ne plus jamais revenir. Ce qui était devant, ça n'engageait que moi. Et là, j'ai passé pratiquement 5 ans loin de la famille. Aucun contact, aucune nouvelle. Je croyais en la musique que je faisais. Et les musiques que j'écrivais, comme je vous ai dit hier, c'était des musiques prophétiques, peut-être pas pour les autres, mais pour ma vie, ça l'était. Je vous ai pris l'exemple de Voilà moi hier. Je me rappelle que dans le titre L'envie de réussir, qui est le titre éponyme de ce disque-là, j'ai écrit « Parfois je m'assois, je regarde le ciel, je me dis quelle étoile peut être la mienne. Je prie pour qu'elle me guide, que sa lumière m'emmène. » Et c'est ce que je faisais parfois. Il y avait des soirées où je m'assois, je regarde le ciel, je dis « Seigneur, c'est quoi ?» Et je ne croyais même pas suffisamment en ce Seigneur. Je dis « C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Parfois, j'allais travailler au chantier et le soir, là, nous sommes au JU 2014. Ça, c'est les Jeux universitaires. La photo là avec le micro. J'étais devant des milliers de personnes. Cabrel Landip, dont je vous ai parlé hier, c'était mon danseur ce jour-là. Donc, c'était comme ça qu'on s'évadait. On faisait l'effort, on montait des petits business, ça ne nous rapportait pas de l'argent. Mais je me cherchais. J'essayais de comprendre vraiment. Et j'ai commencé à détester certaines choses de la vie naturellement. Malgré ça, je ne te sombrais pas dans les folies, je ne faisais pas n'importe quoi. C'était dur. Mais j'avais une vision, il y avait une vision là dans ma tête. Je croyais que quelque chose peut se faire encore. Et comme je suis un rêveur, je faisais mes petits plans. Voilà moi à commencer là. Après le son, ces t-shirts ont commencé à se vendre à l'université de Douala. Et mes camarades achetaient. Là, vous voyez aussi cette photo-là qui pour moi, en 2013, j'avais dit que cette photo est très prophétique.
il y avait écrit ici hip-hop et ici il y avait star. Et ça, c'est le premier concert qu'on a organisé à l'université de Douala. On faisait des concerts. J'avais beaucoup gardé cette photo parce que c'était comme une sorte de « vas-y, tu es en train de partir quelque part ». Et ça rentre dans le cordon de la destinée que je vous ai expliqué hier. Next. Comme je me cherchais, j'ai appris à me découvrir. J'ai appris à me découvrir, à me connaître. Peut-être d'abord sur les bas niveaux, mais j'ai appris à me connaître. Et comme je vous ai expliqué hier, je suis passé maintenant de cette période, je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit hier sur mon parcours. Je suis passé après toute cette période-là d'événementiel à community manager d'une entreprise qui m'a trouvé à l'université. Pas dans la salle de classe, mais dans la pratique. Et c'est comme ça que quand je me suis découvert quelle était ma vocation, j'ai commencé à m'appliquer dans la communication. Ça, c'est mon travail, c'est ce que je faisais en 2015. C'est la photo de mon bureau. Et vous voyez le verset qui est après. Dieu nous connaît. Il a prévu des choses pour nous. J'étais dans ma vocation, je savais parfaitement que moi, c'est la communication. Jusqu'à aujourd'hui, c'est la communication. Et si je vous dis ce que je veux faire dans l'avenir, non, je vais le faire. Je vais créer un grand média, l'un des plus grands au monde, avec une grande vision. Je me suis entraîné pour le faire pendant des années. Rappelez-vous du verset de tout à l'heure, la fin vaut mieux que le commencement, mais il faut de la patience. On construit. Next. Donc, en 2015, je suis CM. Je vous ai dit que j'ai formé une équipe de CM à peine avoir commencé le community management. Donc, elle faisait partie de l'équipe que j'avais formée. Ils étaient 2, comme m'avait confié. Et comme je vous ai dit hier, j'ai découvert le blogging et je suis directement entré dans le blogging après mes articles que j'ai écrits qui m'ont valu une bonne évolution. Et j'ai commencé en tant que formateur. Quand j'ai vu que le blogging était une opportunité au Cameroun, je me suis dit, on doit s'y investir. Je vais en 2016 à Madagascar, le pays. Et là-bas, je rencontre les blogueurs africains. On était avec RFI, Mondoblog de RFI. On était sélectionnés par un concours. Et je constate que les blogueurs africains, ils pensent, écrivent, mais ils n'écrivent pas pour se faire de l'argent. Dans un moment, pour moi, je trouvais que c'était trop du père-temps. Il y avait des gars qui étaient là depuis 10 ans, mais tu ne vois pas ce qu'ils ont fait. Pourtant, qu'est-ce que tu as? Ils ont l'écriture. Ils ont les blogs en ligne. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut créer une activité qu'on monétise derrière? J'ai commencé à réfléchir le blogging pour moi et au-delà de moi, pour créer un environnement dans lequel les blogueurs allaient se faire de l'argent. À l'époque, on disait, un blogueur, c'est un chômeur qui a de la connexion. C'est comme ça qu'on expliquait le blogging au Cameroun. Mais quand j'ai commencé à me faire de l'argent avec le blogging, on a commencé à dire que le blogging là, les gens là, ce sont les gens qui ont l'argent. Next. Donc j'ai formé des personnes dans le blogging pendant un bon nombre d'années. Hein. La plupart des blogueurs qui ont créé des vraies plateformes de blog au Cameroun sont passés par mes formations. Mais, dis prophétie. On a trop les responsables dans la salle, si frère. Dis prophétie. Merci. Dis destinée. Elle existe. Le premier logo de Voilà moi, le voici. Enfant d'Afrique, voilà moi. Je pense que vous m'écoutez beaucoup parler d'Afrique, n'est-ce pas? Oui. Je suis quitté de là à là. Mais pour que ceci arrive, en 2013, la période où je dormais sur les bancs là, un jour, j'étais chez un maître spirituel à l'époque, j'étais chez les Naziriens, les longs cheveux. Et l'homme de Dieu qui nous entretenait, il s'appelle Maître Meuillon. Je le vois en rêve, d'un rêve. Et je suis un grand pilier qui est en train de s'élever. Le pilier était un peu en forme comme le bois là, mais sans le dessus. Il s'élevait et il y avait des gens autour qui étaient en train de vouloir le renverser. Ils étaient comme à une réunion. Lui, il est venu, il a tenu le truc, il a remis debout. Il a dit, ça va marcher. Lui, c'est voilà moi. Dans cet environnement-là, on m'appelait voilà moi. Beaucoup ne connaissaient même pas mon prénom. À cause de quoi? Il y avait un petit enfant, le petit-fils du papa là, qui avait aimé ma chanson Voilà moi.
Partout là où il marchait, il donnait ça à tout le monde que d'aller découvrir. C'était sa nourriture. JC, il avait, je pense, à l'époque 4 ans. C'est à cause de lui qu'on a commencé à m'appeler ainsi. Et, comme je vous ai dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce rêve-là est venu ce jour comme une confirmation. Et j'ai su à cette époque que l'entreprise, tout ce que je fais doit s'appeler « Voilà moi ». Quand je lance dans le blog, je transforme cela et je passe à cette version-ci qui est améliorée pour le blog. Plus tard, il y a quelques années, c'est devenu le média « Voilà moi ». Next. Et pour le faire, il a fallu de l'audace et de la vision. Écoute, dis audace, dis vision. Qu'est-ce que tu as? Je n'avais rien. Ma boss qui m'a recruté pour l'entreprise que vous avez vue là, après la culture et autres l'ont dépassé, elle a dit qu'elle laisse, qu'elle ferme. Je suis allé me faire employer autre part et ça n'allait pas. Donc même là, j'ai fait 1 an et j'ai dû laisser. Je suis quitté en 2015. J'ai pris une chambre à Ange-Raphaël. Fin 2015, oui, début 2016. Ange-Raphaël, c'est le quartier de l'université de Douala, proche de l'université de Douala. Les jeunes que vous voyez là, ce sont mes camarades d'université pour certains. On faisait nos réunions au campus. Et quand j'ai vu que le blogging pouvait rapporter de l'argent, j'ai dit que bon, pour que ça me rapporte de l'argent, il faut que devant les gens, ça ait de la valeur. Je n'allais pas venir devant les gens leur présenter le blogging avec ma culotte habituelle. J'ai réfléchi et je me suis dit, je vais créer un projet. On me disait, tu veux lancer ce projet-là? Je dis que oui. Comment tu vas te faire de l'argent? J'ai dit que vous voyez. Donc, qu'est-ce que j'avais? J'avais un ordinateur à cette époque qui était penché comme ça pour écrire. J'avais la connexion que je peux acheter tous les jours en poche. J'avais le temps. Ce temps-là suffit pour créer un projet. Est-ce que parce que je n'avais pas les moyens, je devais m'arrêter? Non. Je lance mon projet, je commence à travailler sur le lancement de Voilà moi à cette époque-là. Comme j'avais l'habitude d'aller dans les événements culturels et autres, je vous ai dit que ma bouche, c'est une bouche qui parle, mais elle parle pour dire des bonnes choses. Je suis allé à l'IFC, je leur ai dit que là où je suis, je vais faire la présentation de mon média, je couvre souvent vos événements. Non, ils m'ont dit oui. Bon, comme je couvre vos événements, je veux que vous me permettiez de couvrir davantage, mais offrez-moi un partenariat. On a fait un partenariat, j'ai eu la salle gratuite. La salle de 300 places de l'IFC de Douala. Vous voyez que économiquement, j'ai amorti les charges. Le peu d'argent que j'avais en poche, j'ai investi ça pour faire les t-shirts que vous voyez là. Je suis allé en Koulouloun, c'est un marché populaire au Cameroun pour ceux qui sont déjà allés. J'ai acheté une veste qui était un peu transparente là. C'était la première fois que je portais la veste dans ma vie. Donc, je me voyais trop chaud à l'époque, pardon. Donc, j'ai acheté et j'ai pris une chaussure qui coûtait, je pense, 10 000 francs. Pour moi, avec tout ce que j'avais vécu, même quand j'avais l'argent, dépenser 10 000 francs pour une chaussure, pour moi, franchement. Donc, je l'ai fait. Et j'ai essayé d'inviter les entreprises à ma présentation. Il y a une entreprise qui a décidé de m'accompagner à hauteur de 300 000, Société Générale. Même aussi permis de comprendre en termes d'entrepreneuriat parce que je n'avais pas encore légalisé mon entreprise. Et pour récupérer les 300 000 là, j'ai dépensé au moins 500 000. Oui. Quand vous faites vos petits business, pardon, n'allez pas dealer avec les grosses entreprises. Ce sont des mordantes. Si vous n'avez pas un correspondant à l'intérieur qui est capable de vous faciliter les choses, travaillez d'abord en petit réseau. Ce n'est pas n'importe qui travaille avec les multinationales. Vrai. Ça m'a chou. Oui. Donc, je vais les inviter et je leur présente la vision de la musique que j'ai. Je leur dis ce qu'on peut faire de la musique au Cameroun. Il y avait déjà les Salaciels et autres qui étaient sortis. Je leur montre tout ce que ça représente. Et je leur dis qu'en termes de data, dans quelques années, cette économie-là va gonfler. Et je leur dis que moi, je suis en train de créer une plateforme sur laquelle cette économie-là, non seulement va gonfler, mais il y aura du contenu. Je peux vous connecter aux artistes. Voici mon modèle économique. Voici ce que je projette sur les 5 années. On me demande, est-ce que tu es sûr que ça va marcher? J'ai dit que pour moi, c'est un projet de construction. À l'époque là,
quelques temps avant, je rencontre une amie qui s'appelle Jessica et j'essaie de faire un business plan. Quand je fais le business plan, je constate que je m'embrouille, j'essaie de mettre des chiffres que je ne maîtrise pas, que je n'ai pas à ma portée. J'abandonne tout ça. Je prends un papier, je mets ma feuille. Je dis que voici ce que je veux pour les 5 prochaines années. On n'a pas besoin de faire un gros business plan quand on commence. En fait, si tu sais déjà compter les œufs, c'est bon pour ta ferme. Oui. Parce que parfois, on nous embrouille, on met de l'énergie au moment où il ne faut pas pour faire certaines choses. Mon business plan, je l'ai monté 5 ans après quand je maîtrisais tous les contours de mon projet. Ça veut dire qu'on pouvait me dire en ce moment-là que combien est-ce que pour la création de contenu par mois tu dépenses. Je te dis clairement que lorsque j'investis 3 millions pour la création de contenu dans telle activité, peut-être les caméras, la rémunération, tel, ça va coûter. S'il y a des évasions, ça fait ceci, clairement. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je suis allé voir l'IFC et j'ai lancé ce projet-ci. Le lancement de Voilà Moi était phénoménal. L'Institut français me dit à cette époque qu'on n'a jamais eu un événement sérieux ou du moins intellectuel qui apporte autant de personnes à l'intérieur de notre salle. C'est une première. On peut changer le monde d'un petit environnement de 300 mètres carrés. Applaudissons pour nos petits succès. Ça paraît rien. Mais ça a de la valeur quand je raconte. Et après moi, d'autres sont venus. J'ai fait plein d'événements à l'IFC. Je remplissais les IFC quand je lançais les événements. Parce que quoi? Parce que j'apportais autre chose. Et cette équipe-là, c'est ce que j'avais. On était des jeunes qui avaient juste la volonté. On investissait dans ce petit temps-là et cette volonté-là qui nous permettait d'apprendre dans mon projet qui était une opportunité pour eux. Bénévolat. Dis bénévolat. Beaucoup de jeunes aujourd'hui ne veulent pas être bénévoles. Beaucoup de jeunes ont la possibilité d'aller travailler quelque part. Mais comme la société les a déjà frustrés avec le fait qu'ils aient énormément de diplômes, ils attendent d'être valorisés à la hauteur du diplôme. Alors qu'en vérité, le bénévolat peut t'apprendre dans le projet d'un ami à mieux te positionner. Ok, c'est bien, on t'a appris à faire un plan comptable, mais où est-ce que tu arrives à manifester ou à expérimenter le plan comptable? Ce n'est pas des petits projets, ça peut être dans la boutique de ta mère au quartier. Commence par le bénévolat. C'est très, très important. D'ailleurs, vous allez voir, certaines compétences acquises de certaines personnes, même dans le monde de la profession, ça vient du fait qu'ils occupent des postes dans des associations. Qu'est-ce que tu as? Tu as le temps, tu as le potentiel, donne-le. C'est aussi parce qu'on est souvent chiché, mais c'est aussi à cause de la vie qui nous étouffe. Next. Maintenant, après ça, il y a la progression et le travail. En 2017, voilà mon premier prix de meilleur blogueur au Cameroun. Et quand j'étais meilleur blogueur, j'étais le jeune blogueur que c'était 100 secondes. Parce que je pouvais me lever le matin, je t'écris 4 articles qui sont longs et cohérents, que tout le monde lit. Donc j'étais à une vitesse où me rattraper n'était pas évident. Tu ne pouvais que venir pour que je te forme. C'était comme ça. Donc, beaucoup de personnes passaient chez moi pour apprendre et ce trophée-ci m'a ouvert énormément de portes et m'a justifié. Parce que quand on voit que tu as fait une telle chose, on te donne encore plus de crédit. On dit, ah, cette affaire-là, ce n'est pas les blagues. Hein? Et ce qui est encore bien, c'est que quoi? C'est que derrière, j'avais commencé à voir quelque chose. L'argent commençait à entrer un peu. Mais c'était loin, loin, très loin de ma vision. Next. Je vous ai raconté comment j'ai eu le marché de UCB hier au Cameroun. Par la suite, ça a été... Écoute, ce qu'on appelle CV, l'expérience, les choses que tu vis, permettent parfois que tu aies le moyen de te justifier. C'est pour ça que je ne veux pas que tu simplifies le bénévolat. Si quelqu'un vient me dire qu'à l'université, il a fait les activités para-académiques et qu'il était par exemple responsable de son club choral, il était par exemple, je ne sais pas, responsable du club musique. Pour moi, c'est déjà quelque chose d'important parce qu'il gère les hommes. Sauf que lui-même, parfois, il ne sait pas que c'est de l'expérience. Qu'est-ce que tu as? Tu as cette expérience-là qui a commencé à l'école. Sauf qu'on a mis dans le cerveau de quelqu'un que si tu ne fais pas ça sur un grand podium, sur un grand espace, en fait, tu n'es pas en train de faire. Pourtant, tu as commencé, en réalité.
Donc, moi, j'ai travaillé avec plein de marques au Cameroun, comme vous voyez. UCB, Mon Paris, ça c'était avec PMUC, SICAM, MTN. J'ai été l'un des ambassadeurs, consultant pour MTN Zik pendant des années, Terrific Coffee. Et je te mets ce verset-là qui dit ceci: vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Oui. Dès que tu as commencé à te révéler là, les choses vont sortir. Les gens vont te voir. On ne pouvait pas me cacher au Cameroun. On ne pouvait pas, parce que tu ne pouvais pas dire digital, le nom d'Atome ne sort pas. Les marques venaient me voir, même quand il y avait des experts, on vient me demander que on veut ce que toi tu as là, que tu apportes ta part. Je n'étais pas dans une relation, je n'avais pas quelqu'un qui me mettait en avant. Mon parcours, c'était le simple truc que vous avez vu là. Mais ce que j'avais en moi, ce que Dieu avait mis en moi, c'était quelque chose qui apportait la démarcation à chaque fois. Et quand je te parle de prophétie, ce MTNC, pour avoir ce contrat, dit bouche. Ma bouche, si que vous voyez, non. Je parle encore de ma bouche. Parce que quand je parle de ma bouche comme ça, vous parlez. Je me lève en 2000, j'ai organisé un événement, j'organisais des forums à l'époque au Cameroun. En 2019, j'ai organisé un événement qui s'appelait le Blog Talk Show. J'invitais les marques, on parlait de l'environnement, du marketing, comment est-ce que ça va être développé. Et j'ai parlé de mon expérience avec UCB. Le digital manager de MTN est dans la salle, il regarde, il vient poser la question. Bon, la stratégie que tu dis que tu as fait, parce que ce que j'avais fait pour UCB était waouh. C'était le genre que quand les gens regardaient, ils voulaient seulement pour eux. C'était comme ça. Comme je disais à Fulbert hier, je suis fatigué de travailler sur les petits projets. Vous connaissez le genre d'état là, non? C'est-à-dire que si tu es une marque, et je parle comme ça, si Airtel, par exemple ici, Move, toutes ces grosses marques, elles me donnent la possibilité de travailler pour elles, je révolutionne leur marque. C'est comme ça que je travaille. La seule chose qui va être limite, c'est ce qu'elles peuvent mettre à disposition. Donc, avec UCB, ça a tellement marqué que quand le digital manager arrive, il dit que est-ce que toi tu peux faire ça pour une autre marque? Je lui dis oui. Apporte ta marque, on va voir. Il m'invite à une conférence. Et lorsqu'il m'invite à cette conférence-là, le directeur marketing de l'époque est là. Ma bouche sinon. Le directeur marketing, à chaque fois, parce que MTN, c'est une entreprise, ils aiment montrer qu'ils sont free, qu'ils sont les amis de tout le monde. Il voit tout le monde. Oui, tu n'es pas, il tutoie tout le monde, il ne vous voit personne. Et je pense que c'était un Marocain. Quand je me lève, pendant que tout le monde le vous voyait, je dis, mon cher, je suis très content que toi tu tutoies. Je m'identifie beaucoup à toi. Hein. Les gens commencent à rire dans la salle. Et MTN, c'est une marque qui m'a influencé. Et ça, c'est la vérité. Parce qu'à l'époque, quand j'étais à l'université, j'ai tellement voulu travailler avec MTN. Le jour où j'ai vu ces gars-là, je leur ai dit qu'il y a 10 ans, j'étais en train de toquer votre porte, vous ne me voyez pas. Mais le jour-là, j'ai parlé, j'ai dit au type là que ta marque m'a influencé. C'est la marque jeune. J'ai vécu ton histoire. Du début, de l'époque où vous êtes arrivé, quand vous étiez encore une petite marque là, j'ai vu votre transformation se passer. Je me souviens de la campagne que vous avez faite en 2014 qui s'appelait Maman qui WhatsApp. La campagne là m'avait marqué. Et je ne te mens pas que tout ce que tu viens de dire est vrai. MTN, c'est vraiment la marque des jeunes. C'est tellement... Ah, mof. Les gens ont commencé à applaudir dans la salle. 10 contrats. À la fin, la directrice, celle qui s'occupe, son assistante marketing, elle m'appelle. Elle dit que non, viens te filmer avec nous, viens te filmer. Elle voyait un jeune et elle dit que waouh, il nous ressemble. Et c'est comme ça que j'entre chez MTN. On dit que quand on fait le projet, s'y mettez le nom d'Atome. Au départ, on te donne les petits 500 000 d'abord. Petit à petit, ta cagnotte commence à augmenter. Plus tu les découvres, plus ça commence à devenir intéressant. Je n'ai jamais eu de contrat officiel d'agence avec eux. J'étais un consultant indépendant. On me dit seulement que va travailler avec Easy Group, qui est l'agence BTL. On me dit va travailler avec OS Solution, qui est l'agence digitale. Moi, je suis toujours là. C'était comme ça. Mais vous savez quoi? Ma bouche, l'opportunité. En ce moment-là, j'ai vu que je pouvais saisir l'opportunité. Et ce que j'avais fait était intentionnel. Et je voulais travailler avec MTN depuis. J'avais dit que j'allais travailler avec MTN. J'avais dit ça.
Un jour, une réunion, j'ai rappelé à Victor Ngango que, souviens-toi que nous, on était petits, on venait déposer les dossiers chez vous quand on était à l'université. Il rit, avec un air de culpabilité. Mais Dieu a son temps. Amen. Next. Donc, ça, c'est des événements que j'ai eu à organiser au Cameroun. Pas mal. Je vous ai parlé du Blog Talk Show. Je rassemblais vraiment les gens. J'ai beaucoup travaillé ces dernières années. Et je vous promets que tout ça, ce n'est pas à cause de l'argent. C'est mon domaine. J'étais dans ma vocation. Je savais ce que j'avais à donner. Et à un moment, je ne me suppliais plus de mon intérieur pour dire « Attends, fais ceci ». Non. Je passais à l'action. Je savais qu'il y avait un environnement à développer. Et comme il y avait un environnement à développer, je me dis où est-ce que je peux trouver telle chose et telle chose. Quand mon entreprise a commencé à fonctionner, j'investissais chaque année au moins minimum 2 500 000 pour le développement. Au moins. Je faisais des événements comme ceci. Tout le temps. Il n'y avait pas de temps où tu pouvais me voir sans événement. Tout le temps. Next. Mais ces événements-là, on ne les fait pas sans les valeurs. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on doit être prêt à tout. Je ne suis pas de ceux qui pensent que parce qu'on a du potentiel, on doit forcément aller bouger les lignes n'importe comment. Non. Je pense que lorsqu'on a du potentiel, le potentiel peut être modéré, orienté. C'est pour ça que hier, je t'ai rappelé le psaume 127, verset 1, qui nous dit ceci. Si l'Éternel le bâtit, celui qui bâtit la maison bâtit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Écoutez, pour moi, ce n'est pas difficile d'avoir des millions d'abonnés. Si je veux être un scandaleux, c'est évident pour moi. Mais je ne veux pas être un scandaleux. Je veux raconter une autre histoire. Les gens m'ont souvent posé la question, pourquoi toi tu ne fais pas comme les autres? J'ai dit que non, je ne peux pas faire comme les autres. Ce n'est pas ça l'histoire que je veux raconter. Si je te rencontre, il faut que tu rentres avec quelque chose qui va véritablement changer ta vie selon la valeur de base de Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne suis pas obligé de faire ça. Faire des millions d'abonnés, les buzz et autres comme les autres font dehors, c'est évident. Ce n'est pas du moi, je connais comment on fait ça, net. Comment on fait même de l'argent derrière. Mais je ne veux pas cet argent-là. Les valeurs sont trop importantes. Parce que beaucoup de personnes ici connaissent déjà ce qu'elles ont à faire. Elles connaissent, elles sont dans leur vocation. J'ai posé une question dernièrement. Qui est le directeur marketing de YouPorn? Excusez-moi, hein? Qui connaît YouPorn? Très bonne réponse. Qui va dire qu'il connaît? Mais vous voyez tout le talent qu'il peut avoir. Ça sert à quoi? Ça bâtit quoi? Ça apporte quoi? Ça détruit le monde. Donc si on doit investir dans les bons, comment dire, sur les bonnes terres. C'est pour ça qu'on va consulter notre Dieu et on essaie de marcher au maximum avec lui, afin qu'il nous donne la révélation de comment est-ce qu'on doit se conduire. Next. Donc ça, c'est toujours les œuvres que j'ai eu à développer au Cameroun. Ça, c'est des ateliers, des formations, un ensemble de choses. Mais je vais bientôt vers la fin. Il y a une chose dans ce parcours-là. J'ai beaucoup appris. Et ce que j'ai appris là, il y a ce que j'appelle l'investissement par échelle. À chaque fois qu'on finit avec une étape, on peut passer à l'autre. Mon entreprise, je ne l'ai pas développée avec un capital qu'on m'avait donné. J'ai même fui les incubateurs à un moment. Pourquoi? Parce que je voulais acquérir une certaine expérience de mon projet et le comprendre. C'est comme ça que j'ai commencé. Et quand je gagnais 2 millions, je prends les 2 millions, j'investis 1 500 000, je dis que c'est pour la suite. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que je pense qu'on grandit. Parfois, les gens ont 1 million, mais ils veulent 10 millions sur le coup. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de 1 million? Moi, je crois qu'on peut faire énormément de choses. Je vais te poser la question maintenant. Qu'est-ce que toi tu as véritablement? Quelqu'un peut souffler là dans la salle ce qu'il a?
Qu'est-ce que tu as? Sur place là même actuellement. Qu'est-ce que tu as? L'accès à la connaissance, le portable, autre chose, la caméra, la santé, le cerveau, la bouche, les mains, le champ, la tête. 10 000 francs, c'est beaucoup, maman. Que Dieu permette que ça se multiplie. La parabole des talents nous dit cela. Qui d'autre? Les mains. Voilà tant de choses que nous avons avec quoi on peut faire énormément de choses. Moi, actuellement, là, vous savez ce que j'ai? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je suis au Tchad, actuellement. C'est ce que j'ai. Le fait que je sois ici, quand je me déplace, je ne peux pas venir et partir sans que quelqu'un ait retenu quelque chose de moi. Je me suis donc déplacé. Pourquoi? Vivons nos vies de telle sorte que chaque pas sera un pas d'impact. Les gens doivent se souvenir de nous, positivement. Et si on va rencontrer le Seigneur dont je vous ai parlé hier, on va faire des choses magnifiques. On va faire des choses magnifiques parce que l'impact sera non seulement l'impact, mais ce sera l'impact pour la destinée de quelqu'un. Tu seras en train de contribuer à son évolution véritable. Et ça, c'est ce que je veux te recommander aujourd'hui. Que tu observes mieux autour de toi, que tu regardes bien ce qui est à proximité. Je finis par ceci. J'ai vu des gens dans ma vie. La bouche, c'est un instrument. Les mains, c'est un instrument. On peut faire combien de choses avec les mains? Laissons les mauvaises choses. Pensons aux bonnes. On peut cuisiner, on peut masser, on peut aller au champ, tenir la houe, on peut écrire, on peut faire plein de choses avec la main. En fait, la main est un instrument. Donc, lorsqu'on a le don en fait, ce n'est pas ma bouche. Même si on peut dire que la bouche a été donnée. Mais le don que j'ai en vérité, c'est la capacité à communiquer. Hier, j'expliquais ceci. Je suis fan, par exemple, depuis tout petit, de tout ce qui permet de narrer. Si vous avez remarqué dans ma présentation, je ne parlais pas que de moi. Je vous ai parlé de tellement de personnes. Et ces personnes-là, la fibre qui est en moi, je dirais qu'elle est génétiquement spirituelle, selon comment est-ce que le Créateur m'a conçu. J'ai toujours été appelé, interpellé par ce genre de choses. Que ce soit la littérature, que ce soit le cinéma, que ce soit tout ce qui permet d'archiver et de comprendre l'humanité, ça m'a toujours intéressé. Maintenant, lorsque je dois déployer cela, ce que j'ai, moi-même je me retrouve en train de constater que je sais écrire. En fait, je sais transmettre, échanger. La bouche maintenant, elle est un instrument que Dieu va utiliser en me donnant aussi la capacité de parler. Maintenant, c'est toutes ces choses-là que je prends et j'apprends maintenant ce qu'on appelle l'art oratoire. Je vais apprendre à m'exprimer. Je vais apprendre les techniques de discours. Je vais essayer de performer davantage dans cela, même si j'ai une substance en moi. C'est ça en fait le don et la bouche maintenant est l'instrument qui transmet cela. Donc moi c'est ainsi que je pourrais dire. Ma bouche, c'est comment dire, c'est le... Si j'ai ma bouche et que ma tête là, je ne fais que dire des stupidités, ma bouche ne va servir à rien. C'est pour ça qu'on demande d'encadrer par exemple les enfants qui bavardent beaucoup. Un gars peut bavarder comme ça, il finit comme je disais hier, un grand diapapeur. Le diapap c'est le Congo ça. Il aura servi à quoi? Alors qu'un autre peut finir orateur, il peut finir journaliste. Mais pour devenir journaliste, il y a quelque chose qu'on met dans le journal. Il va lui falloir utiliser de son intellect, de son cerveau. Donc, c'est tous ces parallèles-là dont on doit tenir compte. Et ne pas se limiter seulement au fait qu'on puisse dire que quelqu'un, en fait, il sait parler. Beaucoup de personnes parlent bien, ont l'articulation. Dans le domaine, par exemple, des maîtres de cérémonie, il y a des maîtres de cérémonie qui prennent la parole, ils font des discours, vous-même vous entendez, vous savez que c'est vide.
Vous êtes souvent arrivés, vous avez vécu son mariage. Il y a d'autres maintenant, ils observent le mariage. Éminente personne qui est dans la salle, c'est un plaisir d'être avec vous. Quand je vois ce monsieur avec son chapeau, tête baissée, il m'a regardé. J'ai eu son attention. Et il vient de sourire. Il va se souvenir. Vous voyez? Donc, ce n'est pas que d'avoir ma bouche. Il y a ces petits éléments-là pour convaincre, encadrer un environnement. Et je pense que Fernand, par exemple, lui, il fait des formations dans ça. Et c'est ça qui permet de se tenir et d'avoir le bon discours. C'est comme la chanson. Beaucoup de personnes peuvent chanter, mais d'autres personnes chantent des stupidités. D'autres personnes chantent des bonnes choses. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Maintenant, pour revenir au monsieur. En fait, vous abordez un pan que je ne souhaitais pas aborder ici parce que quoi? Parce que comme je l'ai dit, j'ai tellement à dire. Ce que vous avez écouté, ce n'est qu'une petite partie. Si vous pensez que vous avez écouté ma souffrance, vous n'avez rien écouté. Vous n'avez même pas écouté 15%. C'est pour dire que quoi? J'ai prévu raconter cela dans les temps à venir. Mais pour vous répondre à votre question, parce que la préoccupation, elle est très fondée et tellement pertinente, ça croyez-moi. Vous avez un très bon sens de l'analyse. Vous croyez en Dieu. Regardez ce que Dieu a fait avec les gens qu'il a appelés. Joseph était un homme de destinée, n'est-ce pas? Le rêve que Joseph a eu, c'était à quel âge? 17. Ça devait même être peut-être à 12 ans, justement. Un peu plus tôt, parce qu'on l'a vendu à 17 ans. Il a eu le rêve très tôt. Le rêve montrait quoi? La destinée. Il a dit à ses frères, tout ce qui s'est passé après là, c'est la route vers la destinée. Parce que lorsque c'est connu, je viens du ciel, j'arrive sur la terre va me combattre. La Genèse nous dit ceci, le serpent foulera ton pied et toi tu lui écraseras la tête. Le problème c'est que nous aujourd'hui quand on vient, on fait l'inverse de ça, nos têtes sont écrasées par le serpent. Donc il y aura toujours le malin qui viendra te déranger pour empêcher que ta destinée s'accomplisse. Les anges sont autour de toi pour permettre que le bon confort soit créé afin que cette destinée-là soit accomplie. Joseph est né d'une famille d'hommes. Les hommes ont une façon de vivre. Dès qu'on est sous le soleil là, on te fait manger de ces choses. Ce n'est pas forcément ce que le Créateur voulait que tu manges. On t'apprend de ces choses. Ce n'est pas ce que le Créateur voulait que tu apprennes. Donc petit à petit, il se dégage de lui-même d'abord. Il va vivre le monde. Maintenant, pour se rattraper, le malin va venir et dire que cette âme-là, c'est une âme que moi je veux. Je dois l'avoir. Dieu va créer un mécanisme pour permettre que Joseph aille dans des conditions qui vont lui permettre de modeler davantage ce qu'il a. Parce que la destinée là se comprend à travers Joseph. Il a fallu qu'il aille d'abord chez Potiphar pour améliorer son talent en termes de gestion. On dit que Potiphar lui donna tout, toute la gestion de la maison. Alors que ce n'était qu'un esclave. Il finit, il part en prison. Dieu voulait que toi aujourd'hui, tu aies le vrai témoignage là. Il voulait que tu saches que quand il y a la destinée, il y a parfois une préparation. Et que des personnes ont été préparées avant toi. Pour que si tu te poses des questions, tu saches que Dieu sait ce qu'il fait. Joseph part en prison. Il devient qui là-bas? Le geôlier lui dit que c'est toi qui vas gérer la prison, la gestion. C'est en ces moments-là que Joseph apprend comment gérer. Et un jour, tu vois un gars qui sort de l'Égypte, de la prison, il arrive, Pharaon lui dit, c'est toi qui vas gérer toute l'Égypte. Quand on te parle de l'Égypte de l'époque, ce ne sont pas les petits pays, c'est le pays qui était le grenier du monde. La science, comme je l'ai dit, était là-bas. Donc, si un homme se lève et il arrive avec une solution au premier jour, combien de temps de préparation pour cette solution-là seulement? Pendant 7 ans, Pharaon, ce que tu vas faire, va, produire et conserve pour que les 7 prochaines années, tu fasses l'économie. Voilà comment la destinée de Joseph s'est accomplie. Et plus tard, Joseph va dire ceci. Car ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu le Père qui a fait en sorte que je sois une solution pour vous. Je paraphrase un peu, quand ses frères vont venir.
Donc la destinée passe parfois par ces choses. Il a fallu que je passe par toutes ces choses-là. Hier, je disais que quoi? Que c'est le deuil qui m'a permis de comprendre comment on fait un flocage de t-shirt. C'est toutes ces choses-là que j'ai apprises qui m'ont permis, après, de me dire que, bon, quand je me lance dans le marketing, j'ai déjà l'expérience de gestion d'un projet. J'ai géré le projet de musique. La destinée était là. C'est pour ça que hier, j'ai parlé du cordon de destinée. Il faut que tu marques bien ces petits éléments-là qui font partie du cordon. Je vais prendre un deuxième exemple. C'est celui de David. Lui, alors, il me challenge moi personnellement. Oui. Parce que j'ai même demandé au Seigneur dernièrement. Le Seigneur m'a envoyé en mission pour faire quelque chose sans moyen. Quand j'ai fini, je pose la question à Dieu. Pourquoi tu m'envoies faire les choses sans moyen? Il me dit ceci. C'est pour me glorifier. Tu seras un témoignage. Ma propre vie, moi qui te parle là actuellement, j'allais mourir cette année. C'est ce qui était prévu. Parce que je suis venu sur la terre comme Joseph. Il y a eu un enracinement. On vient des descendances. Le pasteur va venir tout à l'heure. On va écouter des choses. La famille avait prévu finir avec moi. On a tout fait pour que je n'entre pas dans ma destinée. Et pendant que c'est en train d'être fait, ce qui s'est passé avec l'ange de Pès, avec la principauté de Pès, qui a intercepté l'ange de Daniel qui venait, se passe aussi. La terre a ses entités, elles vivent. Elles sont là pour nous empêcher d'exécuter. On dit que la chair et l'esprit sont opposés, de telle sorte que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Il y a cette opposition-là. Le mal te réclame. Et il y a un droit que ta famille a sur toi, qui est précédent parfois. Avant que Dieu ne travaille avec toi, ces anges balaient le terrain. Et on ne balaie pas le terrain n'importe comment. Ça va en processus. Et parfois, toi-même, tu as un obstacle parce que tu ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Donc moi, personnellement, j'ai vécu beaucoup de choses ces dernières années depuis que j'ai fait l'appel de Dieu. J'ai reçu l'appel de Dieu. Tellement de choses. Mais alors, tellement. Je ne sais même pas comment dire. Mais j'ai vite pris conscience que c'est la route. Et c'est quand je lis l'histoire de David que je comprends. Ce que David allait faire jusqu'aujourd'hui, quand tu veux prier, on dit somme tel, somme tel, somme tel. C'est des trucs qu'on a écrits depuis des milliers d'années. Et l'onction marche toujours. Un David était là avec les brebis, avec les brebis qu'il entretenait. Il vient devant Saül. Il dit que ton serviteur gardait les brebis. Donc, si tu me donnes l'opportunité, je vais faire la même chose que j'ai fait avec le lion et l'ours. Première victoire. La vie de David pouvait s'arrêter là. C'est tellement légendaire ce qu'il a fait. C'était déjà un exploit. On vient maintenant oindre David roi. Il faut combien d'années pour qu'il arrive au trône? Je pense que 13 ans sont passés. 13 ans. Et les 13 ans là, ce n'étaient pas des années faciles, c'était des années de combat, de combat, de combat. Les grands rois sont combattus. Sundiata Keita. Le monde te combat. Le monde ne veut pas que tu accèdes. Mais Dieu et ses anges sont là. Et il faut que tu aies un entraînement. Dieu m'a posé une question dernièrement. Il me dit, est-ce que tu es prêt? Je lui dis oui. Et il me demande, non, quand j'ai fait une petite bourde, j'ai fait une petite erreur. Il me dit, est-ce que je ne vous ai pas longtemps préparé? Il y a un temps de préparation, car il faut que la patience accomplisse son œuvre, afin que vous soyez parfait sans faillir en rien. On ne met pas la charge sur n'importe qui. Le bon comptable, le bon informaticien, c'est quelqu'un qui a pris du recul, il a pris le temps de travail. Mais avec Dieu, c'est un peu plus compliqué. La destinée existe. Je ne veux pas que tu crois que la destinée n'existe pas. Elle existe, ça, incontournablement. Jérémie, à qui Dieu vient dire, je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Hein? On dit après à Jérémie que va, on va te taper. On le tape, il revient. Dieu lui dit que je suis avec toi. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que tu seras un témoignage. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Il y avait des dessins pour Saül, je pense. Mais Saül a pris une mauvaise décision à un moment. Et la mauvaise décision l'a fait dérailler. Et Dieu a dit dans Zacharie 1, verset 4, « Ne soyez pas comme vos pères auxquels les premiers prophètes parlaient, mais ils n'écoutèrent point.
suis la voie de Dieu, plus tu la suis, mieux tu fais. Et le monde va mal, pourquoi? Depuis l'époque, si tu constates bien, on a voulu ne pas suivre la voie de Dieu. Quand le sage a compris ça à la fin, il a dit seulement ce que j'ai constaté, c'est que Dieu a fait les hommes bons, mais l'homme a cherché beaucoup de détours. Et après avoir détourné, on est obligé de venir le chercher. Quand tu as détourné là, imagine que tu pars prendre l'autre axe. On doit contourner pour venir te chercher. La route sera longue. La destinée existe.